Ma famille m'a rejeté au réveillon. Ma mère a donné mon repas au chien en disant que personne ne m'attendait. Ma réponse fut silencieuse et glaciale, cette nuit-là, j'ai gelé tous leurs comptes. Je me suis engagé dans la longue allée de la maison de mes parents à Versailles, tenant une tarte aux pommes que j'avais passé toute la matinée à préparer. Je travaillais dans la finance à Paris, mais j'avais pris l'avion pour être là. Je voulais juste un dîner du Nouvel An paisible. Je suis entré sur la terrasse. Le barbecue fumait. Mon frère Étienne a levé les yeux de ses steaks. Il n'a pas souri. Cette année, c'est uniquement pour la vraie famille, a-t-il dit. Sa voix était désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Je me suis figé. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai cherché ma mère du regard. Elle était à table en train de disposer les assiettes. Elle m'a vu, puis s'est calmement approchée du barbecue, a pris mon steak et l'a raclé directement dans la gamelle du chien. Personne ne t'attendait, Chloé, a-t-elle dit, la voix plate. Max, le golden retriever de la famille, a commencé à manger mon dîner. L'humiliation m'a brûlé la poitrine. J'ai regardé la tarte aux pommes dans mes mains. Je l'ai posée sur la table vide, j'ai fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture de location sans un seul mot. Cette nuit-là, assise dans la chambre sombre d'un hôtel miteux, j'ai ouvert mon application bancaire, le pouce stable. Il prenait tout pour acquis, alors j'ai gelé chaque compte joint, jusqu'au dernier centime. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Je n'ai pas conduit vite. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit. La tarte était toujours sur leur table de terrasse. Ma tarte aux pommes maison. Je me suis demandé s'il la mangerait ou s'il la jetterait à la poubelle avec mon steak. J'ai décidé qu'il la mangerait probablement. Il ne gaspillait jamais la nourriture, seulement les gens. L'autoroute était sombre. La radio était éteinte. J'ai dépassé les quartiers chics et manucurés de Versailles, les terrains de golf et les hôtels de luxe, jusqu'à ce que les lampadaires deviennent moins chers et plus espacés. J'ai vu une enseigne, hôtel, libre. Le beau clignotait. C'était parfait. Je me suis garé sur le parking. J'ai loué une chambre à un homme derrière une vitre épaisse. J'ai payé en espèces. Je ne voulais pas de traces écrites. J'étais analyste financière. Je pensais toujours à la trace écrite. La chambre sentait la fumée froide et l'eau de Javel. La moquette était fine. Le climatiseur bourdonnait bruyamment, puis cliquetait, puis recommençait à bourdonner. J'ai verrouillé la porte. J'ai glissé la chaîne de sécurité en métal dans son loquet. Je me suis assise au bord du lit. Le couvre-lit était rêche. J'étais complètement, totalement seul. Et pour la première fois de la journée, je pouvais respirer. J'étais censé être à une fête. J'étais censé rire et faire le décompte jusqu'à minuit. Au lieu de ça, j'étais dans un hôtel sordide à écouter un camion tourner au ralenti sur le parking. J'ai pensé à mon appartement à Paris. Il était petit. Il était propre. Il était à moi. J'avais travaillé si dur pour l'obtenir. Je travaillais 60 heures par semaine. J'économisais mon argent. Je payais mes factures à temps. J'étais responsable. J'étais la responsable. C'est ce que ma mère disait toujours. Chloé est la responsable. Elle peut gérer. Gérer, ça voulait dire payer pour des choses. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. Je n'étais plus en colère. J'étais froide. Je ressentais une clarté froide et dure. L'humiliation s'était consumée et il ne restait que ça. J'ai ouvert mon application bancaire. Nous avions un compte joint. C'était un vieux compte datant de mes années d'université. J'étais censé l'avoir fermé il y a des années, mais ma mère avait insisté pour qu'on le garde ouvert, pour les urgences, avait-elle dit. Et si on a besoin de t'envoyer de l'argent? Il ne m'avait jamais envoyé d'argent. C'est moi qui leur en envoyais. J'étais le titulaire principal du compte. Mon salaire y était versé. Je transférais mes frais de subsistance sur mon compte personnel à Paris. Je laissais le reste sur le compte joint. Je le laissais pour la famille, pour la maison, pour les factures. J'ai regardé l'historique des transactions. J'ai fait défiler, encore et encore. 30 décembre, 200 € au golf de Saint-Nom-la-Bretèche, adhésion d'Étienne. Je savais qu'il jouait au golf,
mais je ne savais pas que c'était moi qui payais. Je l'imaginais, un club à la main, riant avec ses amis, avec mon argent. 29 décembre, 800 €. Le caviste de Versailles. La transaction portait les initiales LM, Lydie Moreau. Ma mère. Elle se vantait toujours de sa collection de vins. Elle disait que c'était un investissement. J'avais toujours pensé que mon père payait pour ça, mais mon père était un homme passif. Il suivait les ordres de ma mère. Je réalisais maintenant qu'il me laissait simplement payer. 28 décembre, 600 € de livraison de viande gastronomique. Le mémo pour celle-ci était « Nourriture de Max, le chien ». Il dépensait 600 € en viande de luxe pour le chien. Le même chien à qui ma mère avait donné mon steak. J'ai senti un rire monter dans ma poitrine. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un son sec et horrible. Il nourrissait le chien mieux qu'il ne me nourrissait, et c'est moi qui payais. Ma prime de fin d'année avait été versée sur ce compte la semaine dernière. 10 000 €. J'avais travaillé toute la nuit pendant 3 semaines d'affilée pour obtenir cette prime. J'allais l'utiliser pour rembourser mes prêts étudiants. J'ai vérifié le solde. Il avait presque disparu. Le golf, le vin, la viande pour chien, des cadeaux de Noël que je n'ai jamais vus. De nouveaux meubles pour la terrasse. Chaque dépense était une petite coupure. 1 millier de petites coupures. Cette année, c'est uniquement pour la vraie famille. J'avais compris. Je n'étais pas de la vraie famille. J'étais une ressource. J'étais une banque. Une banque à qui on venait de dire qu'elle n'était pas la bienvenue. Mon téléphone a vibré. Ça m'a fait sursauter. L'écran s'est allumé. Oncle Renaud. Oncle Renaud était le frère de ma mère. C'était le paria de la famille. Il vivait dans une petite ville à 2 heures de route. C'était un homme calme qui réparait des choses. Il ne venait pas aux fêtes. Ma mère disait qu'il était une déception. Il était le seul à m'envoyer une carte pour mon anniversaire. Juste une carte avec 20 € et les mots « Ne les laisse pas t'user, gamine ». J'ai répondu. Chloé ? Sa voix était rauque. Salut, oncle Renaud. Ma voix était basse. Ça va ? J'ai entendu dire que tu es parti. Tu as entendu ? J'étais surprise. J'ai appelé ton père pour lui souhaiter une bonne année. Il a passé le téléphone à ta mère. Elle se plaignait. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que tu avais débarqué à l'improviste et que tu avais fait une scène. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai apporté une tarte. Je sais, a-t-il dit. Je te connais, Chloé. Ta mère. Elle était surtout en colère parce que tu as posé la tarte sur sa nouvelle table de terrasse sans dessous de plat. C'est ce qui l'importait. La table ? Pas moi. Est-ce qu'ils sont en colère ? Ai-je demandé. C'était une question stupide et enfantine. Renaud est resté silencieux une seconde. Non, gamine. C'est ça le problème. J'ai demandé où tu étais allé. Ta mère a dit, oh, elle est partie en trombe. Elle reviendra. Et puis Étienne a monté la musique. Ils n'ont même pas remarqué que tu étais parti. Ils n'ont même pas remarqué que tu étais parti. Les mots auraient dû me blesser. Ils auraient dû me briser le cœur. Mais non. Ils m'ont libéré. J'avais attendu toute ma vie qu'ils me voient, qu'ils me remarquent. Et ils ne le feraient jamais. J'étais invisible jusqu'à ce qu'une facture arrive à échéance. Chloé ? A demandé Renaud. Tu es toujours là ? Je me suis levé du lit. J'ai regardé l'enseigne clignotante de l'hôtel à travers l'interstice des rideaux. Oui, oncle Renaud, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé mon téléphone, toujours ouvert sur l'application bancaire. J'ai vu les 1200 € pour le golf et les 800 € pour le vin. C'est bien, ai-je dit. Qu'est-ce qui est bien ? C'est bien qu'il n'ait pas remarqué. Ça rend les choses plus faciles. Qu'est-ce qui est plus facile, Chloé ? A demandé oncle Renaud. Sa voix était prudente. Il connaissait ma famille. Il me connaissait. Il pense que je vais revenir, ai-je dit. Je faisais les 100 pas dans la petite chambre maintenant. 3 pas jusqu'au mur, demi-tour. 3 pas jusqu'à la commode en faux bois.
Ma mère pense que je vais revenir pour m'excuser. C'est généralement ce que tu fais. Il l'a dit sans accusation. C'était un fait. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Je reviens toujours. Je m'excuse toujours. J'arrange toujours les choses. Je paie toujours la facture. Tu n'es pas obligé, tu sais. Je sais. J'ai arrêté de faire les 100 pas. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir de la télévision. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air d'une femme de 30 ans, une analyste financière qui avait laissé sa famille la traiter comme une enfant. Il te voit comme un portefeuille, Chloé, a dit Renaud. Sa voix était douce, mais les mots étaient durs. Juste un portefeuille, pas une personne. Ils ont donné mon dîner au chien, ai-je murmuré. Quoi? J'ai apporté une tarte. Étienne m'a dit que je n'étais pas de la vraie famille. Et ma mère. Elle a raclé mon steak dans la gamelle de Max, juste devant moi. Il y a eu un long silence au bout du fil. Je l'ai entendu prendre une profonde et lente inspiration. Eh bien, a-t-il finalement dit. Ça règle la question, alors. Fais ce que tu as à faire, gamine. Tu ne leur dois rien. Tu as payé ta part. Tu as payé la leur aussi. J'ai peur, ai-je admis. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Tu as tout le pouvoir, Chloé. Tu ne l'as juste jamais utilisé. Bonne nuit. Appelle-moi si tu as besoin. Il a raccroché. Il avait raison. J'étais une analyste financière. Je comprenais le pouvoir. Ce n'était que de l'argent. Des chiffres sur un écran. Mais c'était aussi mon argent. Mes chiffres. Je me suis assise sur le lit. J'ai de nouveau ouvert l'application bancaire. Mon pouce était stable cette fois. Je suis d'abord allé sur le compte joint. Celui avec tout l'historique des transactions. J'ai vu le bouton. C'était un bouton simple. Gérer les cartes. J'ai appuyé. J'ai vu mon nom. Chloé Moreau. J'ai vu Étienne Moreau. J'ai vu Lydie Moreau. J'ai vu Daniel Moreau. Tous avaient une carte liée à mon compte. À mon argent. J'ai appuyé sur Lydie Moreau. Une image de sa carte de crédit est apparue à l'écran. En dessous, un interrupteur rouge. Gelez la carte. J'ai pensé aux 800 € de vin. J'ai pensé à sa voix. Personne ne t'attendait. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. L'interrupteur est devenu rouge. Carte gelée. Un message est apparu. La carte de Lydie Moreau est maintenant inactive et ne peut être utilisée pour aucune nouvelle transaction ou paiement automatique. Un peu du poids sur mes épaules s'est envolé. Ensuite, Daniel Moreau. Mon père. L'homme qui était resté là, sans rien dire. L'homme qui regardait. L'homme qui ne m'avait jamais, pas une seule fois, défendu. Gelez la carte. La carte de Daniel Moreau est maintenant inactive. Suivant. Étienne Moreau. Cette année, c'est uniquement pour la vraie famille. J'ai fixé son nom. C'était lui qui m'avait fait le plus de mal. C'était mon frère. Il était censé être mon ami. J'ai pensé aux 200 € pour le golf. Je n'ai pas seulement fait glisser l'interrupteur. J'ai appuyé fort. Gelez la carte. La carte d'Étienne Moreau est maintenant inactive. J'ai pris une grande inspiration. C'était la défense. Maintenant, il était temps de me protéger. Je suis retourné au menu principal. J'ai vu l'option verrouiller le compte. J'ai appuyé. Êtes-vous sûr? Le verrouillage de ce compte empêchera tous les retraits, virements et paiements. Cela inclut les factures programmées. J'ai pensé à leurs factures programmées, le prêt immobilier de leur maison surdimensionnée, les mensualités de leurs 2 SUV de luxe, l'entretien de la piscine, le jardinier, le club de vin du mois, l'abonnement à la nourriture gastronomique pour chiens. Tout était lié à ce compte. Tout était payé par moi. J'ai appuyé sur le bouton. Confirmer le verrouillage du compte. J'ai confirmé. L'écran s'est rafraîchi. Une grande bannière rouge est apparue en haut du compte. Compte restreint. Je l'avais fait. Je les avais coupés du monde. Je me suis rassise sur le couvre-lit rêche. Le silence dans la chambre était absolu.
Le climatiseur avait finalement cessé de cliqueter. Pour la première fois de ma vie d'adulte, personne ne dépensait mon argent, sauf moi. J'ai imaginé ce qui se passerait demain. Ma mère à l'épicerie, sa carte refusée. La honte. Mon frère au club de golf, sa carte refusée. La rage. Mon père à la station-service, sa carte refusée. La confusion. Il serait furieux. Il m'appellerait. Il crierait. Il menacerait. Il me dirait que j'étais une mauvaise fille. Il me dirait que j'étais égoïste. J'ai regardé mon téléphone. Je pouvais déjà sentir la vibration fantôme de leur colère imminente. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger. J'ai coupé la sonnerie. Je me suis allongé sur le lit, toujours habillé. Je n'ai pas pris la peine de tirer les couvertures. Pour la première fois, le silence dans ma vie ressemblait à de la justice. Il ressemblait à de la paix. Je me suis endormi en 10 minutes. Je me suis réveillé à la lumière grise du jour. Les rideaux de l'hôtel étaient fins. Pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. J'ai vu les murs en parpaing et la télévision vissée au mur. Puis je me suis souvenu de la fête, du steak, de l'hôtel, de l'application. Je me suis redressé. Mon téléphone était sur la table de chevet. J'avais 14 appels manqués. 7 de maman, 4 d'Étienne, 3 de papa. J'avais aussi 22 SMS. J'ai lu le premier de ma mère. Carte refusée. Règle ça maintenant. L'ancienne Chloé aurait été malade. L'ancienne Chloé aurait composé son numéro en s'excusant. Oh mon Dieu, ça doit être une erreur de la banque. Je suis tellement désolé. J'ai juste supprimé le message. Je les ai tous supprimés. Le gel était une bonne chose. Le gel était une défense, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Le compte joint était une chose, mais je me suis souvenu d'autre chose. La start-up d'Étienne. Environ 6 mois plus tôt, Étienne était venu me voir. Chloé, j'ai besoin d'une faveur. Mes investisseurs font une levée de fonds de série A. J'ai besoin d'un compte propre pour faire transiter l'argent, juste pour le conserver pendant 72 heures. C'est une formalité juridique ennuyeuse. Est-ce que je peux utiliser ton nom sur un nouveau compte professionnel? Ce ne sont que des papiers. J'avais dit oui. J'étais la responsable. J'avais un bon crédit. C'était mon frère. Je pensais l'aider. Il m'avait fait signer des papiers. Je les avais à peine lus. J'étais occupé au travail. Je lui faisais confiance. Maintenant, j'avais la nausée. Ce n'était pas une faveur. C'était autre chose. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un de plus malin que moi sur ce sujet. J'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Service de sécurité Roxane. Ici Hébert. Une voix joyeuse a répondu. Roxane, c'est moi, Chloé. Il est 6 heures du matin à Paris. Tu es en prison. Je dois payer ta caution? Pas encore, ai-je dit. Mais j'ai peut-être un gros problème. Roxane Hébert était ma meilleure amie de l'université. Elle était spécialiste en cybersécurité. Elle travaillait pour une entreprise que des clients de haut vol engageaient lorsqu'ils étaient piratés. Elle était, selon ses propres mots, une paranoïaque professionnelle. Je lui ai tout raconté. La fête, le chien, l'hôtel, les comptes gelés. Elle est restée silencieuse. Quand j'ai eu fini, elle a juste dit, bien. Il était temps. Ce sont des sangsues, Chloé. Tu as enfin brûlé les sangsues. Mais il y a plus, ai-je dit. J'ai expliqué l'histoire de la start-up d'Étienne, le compte propre, l'argent qu'il avait fait transiter par moi. Le ton de Roxane a changé. La gaieté avait disparu. Elle a été remplacée par de la glace. Chloé, écoute-moi. Il n'a pas fait transiter d'argent. Il t'a utilisé. Il a utilisé ton nom propre et ton crédit comme un bouclier. Si son entreprise tourne mal, à ton avis, contre qui les investisseurs se retournent-ils? Lui, ou la personne responsable dont le nom figure sur les documents légaux? Mon sang s'est glacé. Moi. Toi. Ce n'est pas seulement ton crétin de frère. Il a commis une fraude. Il a falsifié ta signature, n'est-ce pas? Je crois bien, sur certains papiers.
D'accord, a dit Roxane. Nous sommes en guerre. Ouvre ton ordinateur portable. On va régler ça tout de suite. Je me suis assise au petit bureau de l'hôtel. J'ai branché mon ordinateur et me suis connecté au Wi-Fi LAN de l'hôtel. Je suis connecté, ai-je dit. Bien. Je t'envoie un lien. Clique dessus. Ça va lancer un partage d'écran. Je vais te guider. J'ai cliqué. Mon écran a vacillé, puis le curseur de la souris de Roxane est apparu, se déplaçant à côté du mien. Ok, connecte-toi à ce compte professionnel, a-t-elle dit. Je me suis connecté. Le solde était énorme. 150 000 €. C'est l'argent des investisseurs, ai-je dit. C'est pour son entreprise. Non, Chloé, a dit Roxane, sa voix tranchante. Regarde le nom du compte. Moreau Innovation SARL. Maintenant, regarde le propriétaire principal. C'est qui? J'ai regardé. Chloé Moreau. Et le secondaire? Étienne Moreau. Mais tu es la principale. Ça veut dire que c'est ton argent. Légalement, c'est ton entreprise. Il t'a utilisé comme société écran. Je ne pouvais plus parler. Il ne s'était pas contenté d'utiliser mon nom. Il avait fait de moi la propriétaire de sa responsabilité. Roxane, qu'est-ce que je dois faire? Tu es analyste financière, Chloé. Que fais-tu avec un actif qui est une responsabilité à 100%? Tu le liquides et tu te protèges. Nous allons déplacer cet argent, puis nous allons dire aux investisseurs exactement ce qui s'est passé. Mais ça va détruire son entreprise, ai-je murmuré. Son entreprise. Chloé, son entreprise, c'est toi. Il a bâti tout son empire sur ton nom. Ce n'est pas toi qui as construit ça. Tu es juste la fondation qu'il prévoyait d'abandonner quand le bâtiment s'effondrerait. Ces mots m'ont frappé. Tu viens de tirer le tapis sous les pieds de l'homme qui l'a construit sur ton nom. C'était l'idée générale, mais la version de Roxane était plus dure. Plus réelle. D'accord, ai-je dit. Ma voix était stable. Dis-moi quoi faire. Pendant l'heure qui a suivi, Roxane a été un général. Ouvre un nouveau compte d'épargne à haut rendement dans une autre banque. Une banque dont ta famille n'a jamais entendu parler. Bien. Maintenant, lance un virement complet. Les 150 000 €. Mais dans le mémo, retrait du propriétaire. J'ai cliqué sur virement. J'ai regardé les 150 000 € disparaître de l'entreprise d'Étienne et apparaître dans mon nouveau compte privé et sécurisé. C'est fait, ai-je dit. Bien. Étape 1 terminée. L'actif est sécurisé. Maintenant, étape 2, les investisseurs. Étienne t'a envoyé le prospectus pour les investisseurs, n'est-ce pas? Oui, il est dans mes emails. Ouvre-le. J'ai besoin du nom de l'investisseur principal. J'ai trouvé le nom. Une grande société de capital risque. Parfait, a dit Roxane. Maintenant, on rédige un email. Roxane dictait. Je tapais. C'était simple. C'était direct. C'était factuel. Aucune émotion. À la société d'investissement. Objet, notification urgente concernant Moreau Innovation SARL. À qui de droit, mon nom est Chloé Moreau. Je suis la titulaire et unique signataire du compte associé à Moreau Innovation SARL. Veuillez être avisé que mon nom et mon crédit ont été utilisés par Étienne Moreau sans ma pleine connaissance ou mon consentement, sous le faux prétexte d'une faveur familiale. Je n'ai pas consenti aux responsabilités légales ou financières de cette entreprise. J'ai récupéré tous les actifs personnels du compte. Tous les virements en attente sont nuls. Je dissous mon association avec cette SARL avec effet immédiat. Toute correspondance future concernant Moreau Innovation doit être adressée à Étienne Moreau. Je considère cette affaire comme close. Cordialement, Chloé Moreau. J'ai fixé les mots. Roxane, c'est. C'est une bombe nucléaire. Oui, a-t-elle dit. C'en est une. C'est lui qui a posé la bombe. Tu ne fais que t'éloigner avant qu'elle n'explose et ne t'emporte avec elle. Ma main tremblait. Envoie-le, Chloé. J'ai appuyé sur envoyer. Nous sommes restés en silence pendant 1 minute, juste le son de ma respiration et le bourdonnement de la machine à glaçons de l'hôtel dans le couloir. Mon ordinateur a émis un son. Un nouvel email.
C'est de l'investisseur, ai-je dit, le cœur battant. Lis-le, a dit Roxane. Je l'ai ouvert. Il y avait 2 phrases. Madame Moreau, nous vous remercions pour votre clarification. Nous mettons fin à notre offre de financement de série A, avec effet immédiat. Tous les contrats avec Moreau Innovation sont par la présente annulés. C'était fait. En une matinée, j'avais gelé les finances de ma famille et dissous l'entreprise de mon frère, tout son empire. Disparu avant l'aube. Comment te sens-tu, a demandé Roxane. J'ai réfléchi longuement. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'ai l'impression, ai-je dit, que je suis enfin à l'équilibre. Mon portefeuille est équilibré. C'est ma fille, a dit Roxane. Tu viens de tirer le tapis sous les pieds de l'homme qui a construit son entreprise sur ton nom. Maintenant, va prendre un café. J'ai le sentiment que la vraie tempête est sur le point de commencer. Roxane avait raison. La tempête arrivait. J'ai eu le temps pour une douche et une tasse de terrible café brûlé de l'hôtel. Je commençais juste à me sentir humaine quand je l'ai entendu. Une portière de voiture a claqué sur le parking. Elle a claqué avec une force colérique spécifique que je reconnaissais. Puis des cris. C'est laquelle? C'était la voix d'Étienne. Chambre 108, a dit le réceptionniste. 108, Chloé. Chloé. C'était ma mère. Je me suis figé. Comment m'avaient-ils trouvé? Peu importe. Ils étaient là. Mon cœur essayait de s'échapper de ma poitrine. Mon premier instinct a été de me cacher, de glisser sous le lit, de prétendre que je n'étais pas là. C'est ce que je faisais toujours. Je suis une femme de 30 ans, me suis-je dit. Je suis analyste financière. Je ne suis pas une enfant. Je me suis dirigé vers la porte. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai regardé par le Judas. C'était une vue horrible et déformée. Le visage de ma mère était collé à la porte. Ses cheveux étaient en désordre. Elle portait toujours ses vêtements de la fête du Nouvel An. Son maquillage était coulé. Elle avait l'air vieille. Étienne était juste derrière elle. Son visage était rouge vif. Il semblait vibrer de rage. Puis les coups ont commencé. Bam! 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 Ce n'était pas quelqu'un qui frappait à la porte. C'était un poing. Le poing d'Étienne. Chloé, ouvre cette porte. Ouvre cette fichue porte tout de suite, a-t-il crié. Je me suis reculé du Judas. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce que tu as fait, a hurlé ma mère. Sa voix était aiguë et mince. Qu'est-ce que tu as fait? Ma carte. Elle a été refusée. À la station-service. Elle n'était pas inquiète. Elle ne demandait pas si j'allais bien. Elle était en colère. Elle était en colère que je l'ai embarrassée. En plein milieu du plein, a-t-elle crié, la voix brisée. Ça s'est arrêté en plein milieu du plein. Tu sais ce que ça fait? Tout le monde me regardait. Je n'ai rien dit. Je suis resté là, le dos contre le mur frais en parpimpin. Le club de golf, Chloé, a repris Étienne. Ils ont découpé ma carte dans la boutique du pro. Tu trouves ça drôle? Tu m'as ruiné. Les investisseurs ont appelé. Il hurlait maintenant. Justin son animal est brut. Ils ont tout retiré. La série A. C'est fini. Tu l'as volé. Tu as volé mon argent, espèce de psychopathe. Mon argent. Il l'avait dit. Ce n'avait jamais été le sien. C'était le mien. Tu réactives tout, a ordonné ma mère. Quoi que tu aies fait, tu règles ça tout de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Tu as 30 ans, a-t-elle continué, prenant de l'ampleur. 30 ans. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as que ton travail. Pourquoi as-tu besoin de tout cet argent? L'argent, c'est pour la famille. Cette année, c'est uniquement pour la vraie famille. Voilà. La vérité. Je n'étais pas de la famille. J'étais l'argent. Et je n'étais pas de la vraie famille parce que je n'avais ni mari ni enfant. J'étais juste Chloé. Et ce n'était pas suffisant. J'ai senti la dernière once de peur s'envoler. Elle a été remplacée par un calme profond et total. J'ai enfin compris.
Ce n'était pas de ma faute. C'était de la leur. Je suis passé devant la porte et j'ai décroché le téléphone de l'hôtel. Celui avec le lourd combiné en plastique. J'ai composé le 0. La réception. Une voix blasée a répondu. Bonjour, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle était stable. J'étais surprise de sa stabilité. Mon nom est Chloé Moreau. Je suis dans la chambre 108. Les coups sur la porte ont cessé. Il pouvait m'entendre parler. Oui, madame, a dit le réceptionniste. Il y a 2 personnes devant ma porte, un homme et une femme. Ce ne sont pas mes invités. Ils crient et frappent à ma porte. Ils me harcèlent. J'ai besoin que vous envoyiez la sécurité. J'ai entendu un hoquet sec de l'autre côté de la porte. Chloé, non, a murmuré ma mère. N'ose pas, madame, a dit le réceptionniste. Veuillez envoyer la sécurité, ai-je répété. Il viole une propriété privée et je crains pour ma sécurité. Tout de suite, madame Moreau. J'ai raccroché le téléphone. Je suis retourné vers la porte. J'ai de nouveau regardé par le Judas. Le visage de ma mère était blanc. La rage avait disparu. Maintenant, c'était le choc, l'incrédulité. Elle ne pouvait pas croire que j'avais fait ça. Étienne reculait, les mains en l'air. Il savait de quoi ça avait l'air. J'ai entendu des pas lourds dans le couloir. Un homme imposant en chemise de sécurité est apparu. Madame, monsieur, vous devez vous éloigner de la porte, a dit le garde. C'est notre fille, a tenté ma mère. C'est une affaire de famille. C'est une cliente, a dit le garde, peu impressionné. Et vous la harcelez. Vous devez quitter les lieux maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté Étienne. Si, je peux, a dit le garde. Et je le ferai. Ou je peux appeler la police de Versailles. À vous de choisir. Ça les a fait taire. J'ai regardé le garde de sécurité les escorter dans le couloir. Ma mère marchant avec ses talons de fête de la nuit dernière, mon frère, les épaules affaissées par la défaite. Juste avant de tourner au coin, Étienne s'est retourné. Ses yeux ont trouvé le Judas. Il savait que je regardais. Tu le regretteras, Chloé, a-t-il crié. Tu es morte pour nous. Tu le regretteras. Le couloir était vide. C'était silencieux. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. J'ai mis ma bouche juste à côté de la chaîne de sécurité. J'ai murmuré les mots, juste pour moi. Je l'ai déjà regretté. Pendant 30 ans. Je suis rentré à Paris le lendemain matin. L'avion a décollé de l'aéroport et j'ai regardé les paysages secs disparaître. Ce monde était le leur. C'était un lieu de grandes maisons, de terrains de golf verdoyants et d'ombres profondes et froides. J'étais heureuse de le quitter. J'ai atterri à Paris. Le temps était gris et froid. Le vent était vif, mais j'aimais ça. C'était réel. J'ai pris un taxi jusqu'à mon appartement, un petit 2 pièces pour lequel j'avais travaillé dur. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Mon courrier était empilé sur le sol. Des factures, des publicités, et une seule enveloppe blanche unie. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais je reconnaissais l'écriture. C'était de l'oncle Renaud. J'ai posé mon sac. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine. J'ai regardé l'enveloppe. Elle semblait lourde. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas de lettre. Pas de carte. Juste une petite clé USB en plastique noir, du genre qu'on reçoit en conférence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'était pas une carte d'anniversaire. C'était autre chose. J'avais presque peur de regarder. Je suis allé à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai inséré la clé USB dans le port. Une fenêtre est apparue. Il y avait un seul fichier. C'était un fichier audio. Il était nommé pour Chloé.mp3. J'ai mis mon casque. J'ai cliqué sur Play. D'abord, il n'y avait que du grésillement. Puis j'ai entendu une chaise racler sur un sol carrelé. Puis la voix de Renaud. Elle était basse et rauque, comme s'il parlait directement dans le microphone. Gamine, a-t-il dit. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai fermé les yeux.
Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Après ton départ, a-t-il continué, les choses sont devenues bruyantes. Ton père m'a appelé. Il était en panique. Il m'a demandé de passer pour raisonner ta mère. Alors, je l'ai fait. J'y suis allé et j'avais mon téléphone dans ma poche. L'enregistreur était en marche. Sa voix s'est arrêtée. Le grésillement est revenu. Et puis je les ai entendus. C'est une sociopathe. C'était la voix de ma mère, aiguë et mince. Qui fait ça? Qui gèle l'argent de sa famille après tout ce qu'on a fait pour elle, après l'avoir élevée? Lydie, s'il te plaît. La voix de mon père, petite et faible. Peut-être qu'on devrait juste l'appeler. S'excuser. S'excuser. La voix d'Étienne a coupé, pleine de dégoût. S'excuser de quoi? Qu'elle ait fait une scène à notre fête? Papa, c'est elle qui devrait s'excuser. Elle a volé mon argent. Étienne hurlait maintenant. L'argent des investisseurs. Elle l'a volé. C'était à son nom, mon fils, a dit mon père. Ce ne sont que des papiers, a crié Étienne. C'était mon entreprise. Elle était juste la responsable. Elle était censée être la garantie. Elle est jalouse. Elle est juste jalouse que je réussisse et qu'elle soit une analyste de 30 ans sans vie. J'ai grimacé. J'ai senti le mot jalouse me frapper, même dans mon propre appartement à des kilomètres de là. Il faut qu'on récupère cet argent, a dit ma mère. Sa voix était froide maintenant. Toute la fausse panique avait disparu. C'était la vraie elle. C'était la voix que je connaissais. Elle craquera, a dit Étienne. Sa voix était confiante. Elle est faible, maman. Elle l'a toujours été. Elle a besoin de nous. Elle a besoin d'être une famille. Donne-lui une semaine. 2, tout au plus. Elle se sentira coupable. Elle reviendra en rampant, nous suppliant de lui pardonner. Et quand elle le fera, a demandé ma mère. Quand elle le fera, a dit Étienne, on retire son nom du compte de l'entreprise, mais on la garde sur le compte joint. On augmente sa contribution familiale. Et on lui dit que si jamais elle refait un coup pareil, elle est définitivement exclue. Il y a eu une pause. Et son appartement, a demandé mon père. Quoi, son appartement, a dit ma mère. Elle ne peut pas se le permettre et nous soutenir. Elle devra rentrer à la maison. Elle pourra travailler depuis son ancienne chambre. Il planifiait. Il n'était pas triste que je sois parti. Il n'était pas désolé. Ils étaient juste en colère que la banque soit fermée et ils attendaient. Ils attendaient que je sois faible. Ils attendaient que je revienne m'excuser de ne pas les avoir laissés m'utiliser. Mon estomac s'est noué. Ils se partageaient ma vie comme si elle leur appartenait déjà. L'enregistrement de ma famille s'est estompé. Puis la voix de l'oncle Renaud est revenue, claire et forte. Ils parlent toujours de toi comme d'un portefeuille, pas d'une personne, a-t-il dit. Ils ne sont pas désolés, gamine. Ils sont juste désolés que tu aies changé le mot de passe. Tu as fait ce qu'il fallait. N'y retourne jamais. Protège toujours tes arrières. Il y a eu un clic. Le fichier audio s'est terminé. Mon appartement était silencieux. J'ai enlevé mon casque. Je tremblais. J'avais ressenti une petite, minuscule, stupide once de culpabilité. Je m'étais demandé si j'étais allé trop loin. Je m'étais demandé si je devais les appeler. Cette clé USB était un cadeau. C'était la preuve. C'était la permission dont j'avais besoin pour arrêter de me sentir coupable et commencer à être intelligente. Je n'ai pas supprimé le fichier. Je l'ai sauvegardé. Je l'ai mis sur le cloud. J'ai nommé le nouveau fichier preuve. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais je n'étais pas triste. Je n'étais pas blessé. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. C'était une libération complète et totale. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient, et je les avais crus. Des semaines ont passé. Le silence de ma famille était total. C'était un nouveau genre de silence. Ce n'était pas le vieux silence vide où j'attendais qu'ils appellent. C'était un silence dur et enragé. Je savais qu'ils attendaient que je craque. Comme l'avait dit Étienne. Je n'ai pas craqué. Je suis allé travailler. J'étais bonne dans mon travail.
Je regardais des feuilles de calcul. J'analysais les marchés. Les chiffres étaient sûrs. Les chiffres étaient honnêtes. Un négatif était juste un négatif. Il ne prétendait pas être un positif. Il ne vous disait pas qu'il vous aimait pour ensuite prendre votre argent. Je payais mes factures. Je me préparais à dîner. J'allais à la salle de sport. Je retrouvais Roxane pour boire un verre. Ma vie, pour la première fois, n'appartenait qu'à moi. Puis une nuit, le silence s'est rompu. Il était 3h17 du matin. Mon téléphone a vibré sur ma table de chevet. C'était si fort dans la pièce silencieuse que ça m'a fait peur. Ma sonnerie était activée. C'était une habitude de travail. Je devais être disponible pour les marchés asiatiques. Mais ce n'était pas une alerte de travail. L'écran s'est allumé. C'était une demande de virement de Lydie Moreau. Montant, 2600 €. Mémo, urgence prolongation hôtel. Canalisation a éclaté. S'il te plaît, Chloé. On n'a nulle part où aller. On gèle. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Le vieux réflexe. La vieille panique. Ils sont sans abri. C'est de ma faute. Ils gèlent. Ma main tremblait. J'ai failli appuyer sur approuver. J'ai failli le faire. Elle craquera. Elle est faible. Je me suis arrêté. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis assise dans mon lit. J'ai allumé ma lampe. D'accord, Chloé, ai-je murmuré. Sois une analyste. Analyse ça. 3h17, un moment classique pour une arnaque basée sur la panique. Il voulait que je sois somnolente et effrayée. 2600 €. Un chiffre très spécifique. Pas 2000, pas 3000. 2600 €. Ça semblait réel. Trop réel. Prolongation hôtel. Canalisation éclatée. C'était une bonne histoire. Mais j'étais une femme de 30 ans, pas une fillette de 12 ans. J'ai de nouveau regardé la demande. Il y avait une pièce jointe. C'était une photo. J'ai tapé dessus. J'ai ouvert l'image en plein écran. C'était une photo sombre et floue d'un sol de cuisine. Ça ressemblait au sol de la cuisine de mes parents. Il y avait de l'eau stagnante sur le carrelage. Quelques serviettes étaient jetées par terre. Ça avait l'air convaincant. Mais je suis une analyste. Je regarde les détails. J'ai téléchargé l'image. Je l'ai ouverte sur mon ordinateur portable. J'ai zoomé. L'eau était très peu profonde et très propre. Elle stagnait près de la porte-fenêtre coulissante. J'ai zoomé encore et je l'ai vue, dans le reflet sur la poignée chromée du lave-vaisselle. Je pouvais voir ma mère. Elle tenait son téléphone et à côté d'elle, je voyais le tuyau d'arrosage vert enroulé. Il venait de la terrasse. Il n'y avait pas de canalisation éclatée. Ma mère se tenait dans sa cuisine au milieu de la nuit, arrosant le sol avec un tuyau d'arrosage. Elle simulait une urgence pour escroquer 2600 € à sa propre fille. J'ai ressenti une nouvelle émotion. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la peine. C'était de la rage. Une rage froide, pure, parfaite. C'était un jeu. Il me prenait pour une idiote. D'accord, ai-je pensé. Jouons. J'ai ouvert mon application de virement. J'ai refusé la demande de 2600 €. Puis j'ai initié une nouvelle transaction. Envoyé à Lydie Moreau. Montant, 50 €. J'ai longuement réfléchi à la ligne de mémo. Puis j'ai tapé. Mémo, pour le steak que Max a mangé. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé mon téléphone sur ma table de chevet. Je savais ce qui allait arriver. Je suis allé à la cuisine. J'ai préparé une tasse de thé. J'ai regardé le ciel noir au-dessus de la scène commencer à virer au gris. Mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de chevet. Il n'a pas sonné. J'avais mis leur numéro en silencieux, mais l'écran s'allumait, encore et encore. Je l'ai pris. 14 appels manqués. 32 SMS. J'ai ouvert le premier SMS. Il venait de ma mère. Espèce d'ingrate. Le deuxième. Comment oses-tu? Le troisième. 50 €. C'est une blague?
J'ai fait défiler. Un SMS d'Étienne. Tu es une sociopathe. Tu vas payer pour ça. Profite bien de ton argent. Tu vas mourir seul. Un SMS de mon père. Chloé, s'il te plaît. Ta mère est très contrariée. Ce n'est pas bien. Appelle-nous. Ils ne gelaient pas dans un hôtel. Ils étaient tous à la maison. Ils étaient tous réveillés. Et ils étaient tous furieux que leur arnaque n'ait pas fonctionné. Les 50 € étaient l'insulte. C'était ma façon de dire, je sais. Je vous vois. Je n'ai pas supprimé les messages. J'ai fait des captures d'écran de chacun d'entre eux. Je suis allé sur mon ordinateur portable. J'ai ouvert le dossier nommé épreuve. J'ai sauvegardé toutes les captures d'écran. Je suis retourné me coucher. J'ai complètement éteint mon téléphone. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Après l'incident des 50 €, le silence était différent. Ce n'était pas un silence de colère. C'était un silence de mort. Il n'appelait pas. Il n'envoyait pas de SMS. Il n'envoyait pas de demande de virement. C'était plus effrayant. Je les connaissais. C'était le silence du complot. J'ai continué ma vie. J'ai raconté à Roxane ce qui s'était passé. Bien, a-t-elle dit. Tu les as battus à leur propre jeu. Mais sois prudente, Chloé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne sont pas raisonnables. Tu as affaire à des rats dans un piège. Et les rats mordent. Elle avait raison. Une semaine plus tard, j'étais à mon bureau au travail. Je terminais un rapport sur les marchés à terme. Un email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Objet, alerte de surveillance de crédit. Nouvelle demande. J'ai froncé les sourcils. Je suis analyste financière. J'ai des alertes sur tout. Mon crédit est gelé. C'est une précaution standard. Personne ne devrait pouvoir faire une demande. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit. Mon cœur s'est arrêté. Nouveau compte ouvert. Carte Visa premier de la BNP. Date d'ouverture, il y a 4 jours. Je ne pouvais plus respirer. Mon crédit était gelé. Comment? Sauf si la personne qui faisait la demande avait toutes mes informations. Mon nom complet, ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon premier animal de compagnie. Étienne. Mes mains tremblaient. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le numéro au dos de ma propre carte de crédit. J'ai été transféré au service des fraudes. Bonjour, ai-je dit, la voix mince. Mon nom est Chloé Moreau. J'appelle au sujet d'un compte que je n'ai pas ouvert. Oui, mademoiselle Moreau. La voix de l'homme était calme. Je vois une nouvelle carte Visa premier. Vous dites que vous n'en avez pas fait la demande? Non, absolument pas. D'accord, regardons le compte. Oui, il a été ouvert il y a 4 jours. Nous avons également une trace de votre appel pour débloquer votre crédit. Je n'ai jamais appelé. C'était quelqu'un qui a passé toutes les vérifications de sécurité, madame. Où la carte a-t-elle été envoyée? Elle a été expédiée en urgence, a-t-il dit. Livraison en un jour à une adresse à Versailles. J'ai fermé les yeux. Y a-t-il des débits? Oui, madame. Il y en a plusieurs. J'ai attendu. Il y a un débit de 5 200 € au Casino Barrière. Quoi d'autre? Et un débit de 4 600 € à la Fnac. 9 800 € en 4 jours. Étienne ne s'était pas contenté de m'utiliser. Il n'avait pas juste emprunté. Il avait volé. Il s'était fait passer pour moi. Il avait commis un crime. Ce n'était pas un drame familial. C'était un crime. J'ai raccroché avec la banque. Ils ont gelé la nouvelle carte. Ils ont lancé l'enquête pour fraude. J'ai appelé ma seule alliée. Roxane, ai-je murmuré. J'étais dans une salle de conférence au travail. Je me cachais. Il l'a fait. Il a volé mon identité. La voix de Roxane n'était pas douce. Ce n'était pas un « je suis désolé ». Elle était froide. D'accord, c'est fini. C'est la ligne rouge. Il l'a franchie. Ce n'est pas un désaccord familial.
C'est un crime fédéral. Qu'est-ce que je fais? Je pleurais maintenant. Tu quittes le travail, a-t-elle dit. Rentre chez toi. Prends ton ordinateur portable. Prends le dossier nommé épreuve. Je te rejoins. Nous n'allons pas à mon bureau. Nous allons à la police. Le commissariat était gris. Il sentait le vieux café et l'eau de Javel. J'avais la nausée. J'étais une analyste financière de 30 ans. J'étais dans un commissariat pour déposer une plainte contre mon propre frère. Roxane m'a tenu le bras. Tu es la victime, Chloé. Souviens-toi de ça. Nous nous sommes assises avec un inspecteur. Il s'appelait Dubois. Il avait l'air fatigué. Les histoires de famille, a-t-il soupiré alors que je commençais mon récit. C'est le pire. J'ai hoché la tête. Mais je n'étais pas juste une victime en larmes. J'étais une victime organisée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Voici l'alerte, ai-je dit. Voici la nouvelle carte de crédit. Voici l'adresse de livraison. Voici le rapport de fraude de la banque. D'accord, a-t-il dit en tapant. Usurpation d'identité. Et ici, ai-je dit, c'est un dossier que je tiens. Je lui ai montré les captures d'écran de la demande de virement de 50 €. Je lui ai montré les 32 SMS de menaces. Je lui ai montré l'incident de l'hôtel. Puis j'ai branché mon casque et je le lui ai tendu. Et ici, ai-je dit, c'est un fichier audio. J'ai besoin que vous l'écoutiez. J'ai observé son visage pendant qu'il écoutait l'enregistrement de Renaud. J'ai vu ses sourcils se lever quand il a entendu le plan de ma mère. J'ai vu sa mâchoire se crisper quand il a entendu Étienne dire « Elle est faible. Elle craquera ». Il a enlevé le casque. Il m'a regardé. « Mademoiselle Moreau », a-t-il dit. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une usurpation d'identité, une escroquerie et un harcèlement répété. Roxane a pris la parole. Nous avons besoin d'une ordonnance de protection contre Étienne Moreau et Lydie Moreau. Nous sommes restés là pendant 3 heures. J'ai déposé la plainte pour usurpation d'identité. J'ai déposé la plainte pour harcèlement. Nous sommes allés dans un autre bureau du même bâtiment et j'ai rempli les papiers pour l'ordonnance de protection. J'ai tout listé, l'hôtel, les menaces, l'identité volée. Quand nous sommes sortis, le soleil se couchait. J'étais vidé. Je viens de le faire, ai-je murmuré. Je viens d'appeler la police pour ma famille. Roxane a mis son bras autour de moi. Non, Chloé. Tu as appelé la police pour les gens qui t'ont volé et menacé. Il a cessé d'être ton frère quand il t'a vu comme une cote de crédit. Mon téléphone a sonné quelques jours plus tard. C'était l'inspecteur Dubois. Mademoiselle Moreau, a-t-il dit. Juste pour vous tenir au courant. L'ordonnance de protection a été signifiée à tous les deux. Nous avons également rendu visite à votre frère, nous lui avons parlé des accusations de fraude. Oh, ai-je dit. Il n'était pas content, mais les preuves sont assez solides. Il a utilisé votre nom. Maintenant, il devra en répondre. J'ai raccroché. Une ligne avait été franchie. Il avait mis mon nom sur un document légal. Maintenant, son nom était sur un document à lui, un rapport de police. L'ordonnance de protection était un mur. Le rapport de police était une bombe. Je n'avais rien d'autre à faire. Le système, les règles auxquelles je croyais, ont commencé à fonctionner. Le monde d'Étienne s'est effondré. Ce n'était pas seulement l'affaire de fraude. Les investisseurs à qui j'avais envoyé un email, ceux qui avaient mis fin à son financement, ils parlaient dans son petit monde de start-ups et de capital risque. La réputation était tout. Étienne Moreau était maintenant toxique. Il était l'homme qui avait bâti son entreprise sur le nom de sa sœur, puis avait volé son identité quand elle l'avait coupé des vivres. Personne ne voulait le toucher. Il a perdu son travail de consultant. Il a dû engager un avocat. Les avocats sont très, très chers. Et bien sûr, je ne payais plus le prêt immobilier de la maison de Versailles. Les appels ne venaient pas à moi. Ils ne le pouvaient pas. L'ordonnance de protection était un bouclier légal. Alors, les appels sont allés à l'oncle Renaud. Il m'a appelé un soir. Juste pour que tu saches, gamine, a-t-il dit. Sa voix était plate. Savoir quoi? La banque. Elle saisit la maison.
Saisie immobilière. J'ai attendu. J'ai attendu la culpabilité. Le sentiment écrasant et horrible que j'avais fait ça. Il n'est pas venu. Je me sentais juste fatigué. D'accord, ai-je dit. Ta mère? Elle n'arrête pas de m'appeler, a continué Renaud. Sans cesse, pleurant, criant, disant que je suis l'homme de la famille maintenant. Disant que je dois te raisonner pour que tu arrêtes tout ça. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que la raison était une rue à double sens et que son côté de la route était fermé depuis 30 ans. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai presque souri. Merci, oncle Renaud. Ne me remercie pas, a-t-il dit. Je ne fais que nettoyer de vieux dégâts. Prends soin de toi, gamine. Un mois plus tard, je devais me rendre à Versailles pour une conférence de travail. Je n'étais pas retourné dans la région depuis cette nuit-là. Ma présentation était bonne. Mes patrons étaient contents. Ma nouvelle vie sans famille se passait bien. J'avais 1 heure avant mon vol de retour. J'étais dans ma voiture de location. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. C'était comme un aimant. J'ai conduit. J'ai roulé dans ces rues familières et parfaites. J'ai conduit jusqu'à mon ancienne rue, la rue où j'avais grandi. Je me suis garé de l'autre côté de la route. Je ne suis pas sorti. J'ai juste regardé la maison. C'était affreux. La pelouse était brune et morte. Les belles fleurs roses que ma mère aimait. Elles étaient toutes mortes, juste des tiges brunes. Les fenêtres étaient sombres. Et planté au milieu de la pelouse morte, il y avait un panneau rouge vif. Il y avait un seul mot, enchère. La maison avait l'air petite. Elle avait l'air faible. Tout le pouvoir qu'elle avait sur moi. Toute la peur que j'avais de cette terrasse. Toutes les nuits où j'avais pleuré dans mon ancienne chambre. C'était parti. C'était juste un bâtiment. C'était juste une boîte faite de stuc et de bois. C'était l'endroit où ils avaient tout. Une belle maison, un fils qui réussissait, une fille qui payait leurs factures. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, sauf sa retenue. J'ai mis la voiture en marche. J'ai commencé à m'éloigner, mais je me suis arrêté. J'ai garé la voiture au bout de la rue. Je suis sorti. J'ai mis mon sac de travail sur mon épaule. J'ai relevé la tête et j'ai marché. J'ai marché devant la pelouse morte. J'ai marché devant le panneau d'enchères. J'ai marché devant la terrasse où Étienne m'avait dit que je n'étais pas de la vraie famille. J'ai marché devant la porte d'entrée où je n'avais jamais été vraiment la bienvenue. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. J'ai juste continué à marcher. Mes talons de travail raisonnables claquant sur le trottoir. J'ai marché jusqu'au bout de la rue. Ils n'avaient pas perdu leur maison. Ils avaient perdu ma retenue. Et cela, il s'est avéré, était la seule chose qui maintenait leur monde entier. Des mois ont passé. La vente aux enchères a eu lieu. La maison a été vendue. L'affaire judiciaire avec Étienne s'est terminée. Ce n'était pas dramatique. Il a accepté un plaidé coupable. Il a plaidé coupable d'usurpation d'identité. Il a eu du sursis. Il a dû payer des dommages et intérêts. Je savais que je ne verrais jamais un centime de ces 9 800 €. Peu importait. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de dossier. Son nom était dans le système en tant que criminel. Mon nom était dans le système en tant que victime. La vérité était enfin écrite noir sur blanc. Je suis rentré du travail un soir. C'était l'hiver à Paris. La neige tourbillonnait. Il y avait une petite boîte devant ma porte. Elle venait de l'oncle Renaud. Elle était lourde. Je l'ai rentrée. J'ai coupé le ruban adhésif. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux torchon propre, il y avait quelque chose en métal. Je l'ai déballé. Mon souffle s'est coupé. C'était la gamelle de Max. C'était une lourde gamelle en acier inoxydable, du genre qui dure éternellement. Elle était rayée et terne, mais elle était propre. C'était la gamelle. La gamelle où ma mère avait raclé mon steak, la gamelle qui contenait la viande gastronomique à 600 € par mois. Le symbole de chaque insulte. La preuve que j'étais, à leurs yeux, moins que le chien. J'ai regardé dans la boîte. Il y avait un mot. L'écriture de Renaud. Gamine, disait-il, il n'en aura plus besoin. Tes parents, ils ont emménagé dans un petit appartement.
Les chiens ne sont pas autorisés. Ils ont donné Max. J'ai trouvé ça en nettoyant le garage. J'ai pensé que tu devrais avoir la dernière pièce. J'ai ressenti une tristesse aiguë, soudaine et horrible. Pas pour mes parents. Pour Max. C'était un bon chien. C'était le seul qui avait été heureux de me voir cette nuit-là. Et quand il n'a plus été utile, quand il ne pouvait plus se le permettre, ils l'ont donné. Tout comme moi. J'ai tenu la gamelle froide et lourde dans mes mains. Je pouvais la jeter. Je pouvais la briser. Mais je ne l'ai pas fait. C'était la dernière pièce. C'était la fin. Je suis allé au placard de l'entrée. Au fond, sur une étagère supérieure, j'ai une boîte de vieilles écharpes d'hiver. J'ai tracé le bord métallique froid de la gamelle avec mon doigt. Je l'ai placé dans le tiroir sous les écharpes. Je ne la gardais pas comme un trophée. Je la gardais comme un rappel, un symbole de chaque insulte que j'avais surmontée, un symbole de ce qui arrive quand on donne la dignité d'une personne à manger au chien. J'ai fermé le tiroir. Cette nuit-là, mon appartement était très calme, mais c'était un nouveau genre de calme. Avant, le silence de ma famille était vide. C'était le silence d'être ignoré, le silence d'attendre un appel qui ne venait jamais. Maintenant, ce silence était mérité. Il était plein. C'était le son de ma propre vie. C'était le son de l'absence de drame, pas de demande de virement à 3 heures du matin, pas d'alerte de crédit, pas de cris, pas de dispute. C'était juste la paix. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé par ma fenêtre. Le panorama de Paris brillait d'argent et de blanc. La neige tombait. C'était ma ville. C'était ma maison. J'ai ouvert mon journal. J'avais commencé à en tenir un. Je n'ai pas écrit sur eux. Je n'ai pas écrit sur la gamelle, la maison ou l'argent. J'ai écrit 3 lignes. Mon nouveau bilan financier, portefeuille équilibré. Position, nulle. Rien en commun. Mon portefeuille était équilibré. J'avais pris les actifs toxiques à haut risque, ma famille, et je m'en étais désinvesti. J'avais coupé le passif. Ma position était nulle. Je n'étais pas endetté envers eux. Ils ne l'étaient pas envers moi. Je n'étais ni dans le rouge, ni dans le vert. J'étais juste moi. Et rien en commun. Mon nom ne figurait que sur mes affaires, mon appartement, mon compte en banque, ma vie. Pas de co-signataire. Personne d'autre n'avait de clé. Le silence de ma famille à l'autre bout du pays semblait enfin mérité. Ce n'était pas une absence. C'était une présence. C'était l'espace dont j'avais besoin pour vivre. J'ai fermé le journal. Le chapitre était terminé.